En 1933, les autodafés nazis en Allemagne sont devenus l'un des actes de censure les plus emblématiques de l'histoire moderne. Des milliers de livres ont été jetés aux flammes, soupçonnés de contenir des idéologies subversives menaçant le Reich. Cependant, au-delà de la condamnation généralisée de cette pratique, rares sont ceux qui se sont interrogés sur les livres réellement détruits et sur les raisons de leur dangerosité. L'autodafé est devenu un symbole de la répression des idées, mais qu'est-ce qui rendait ces livres si dangereux au point de justifier leur destruction physique ? Après la guerre, l'Allemagne a également participé à l'interdiction des livres lors du processus de dénazification, ce qui soulève une importante réflexion sur la censure à différents moments historiques. Bien que les autodafés soient généralement associés aux œuvres juives, cette explication est simpliste. Il est nécessaire d'approfondir les raisons de la censure nazie, d'explorer le type de contenu considéré comme subversif et de comprendre comment cet acte de destruction n'était qu'une infime partie d'un contrôle total sur la pensée et la culture. Il s'agit d'un sujet complexe qui dépasse les images emblématiques de livres brûlés. Il est temps d'analyser le contexte historique et de révéler l'ampleur réelle des enjeux. La vision de Goebbels, la révolution culturelle qui a transformé l'Allemagne nazie. Le 15 novembre 1933, Joseph Goebbels, ministre de la propagande de l'Allemagne nazie, prononça un discours devant des milliers de jeunes hommes et femmes enthousiastes. À cette époque, le parti nazi était au pouvoir depuis près d'un an et en peu de temps, il avait profondément transformé la société allemande. Goebbels déclara « La révolution que nous avons opérée est totale. Elle a touché tous les domaines de la vie publique et les a tous profondément restructurés. Elle a complètement transformé et remodelé le rapport des individus aux autres, à l'État et aux questions d'existence. » Il affirmait que le 30 janvier, jour de la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier d'Allemagne, l'ère de l'individualisme était révolue. L'ère de la communauté était désormais arrivée. Mais comment ont-ils réussi à transformer la société à ce point en si peu de temps ? La révolution dont parlait Goebbels n'était pas une révolution sociale ou économique du type de la Révolution française de 1789 ou de la Révolution russe de 1917. Ce n'était pas non plus une révolution de bouleversement permanent comme celle qu'Ernst Röhm et ses chemises brunes semblaient envisager avant leur effondrement en 1934. C'était une révolution culturelle. Elle envisageait l'approfondissement et le renforcement de la conquête du pouvoir politique par les nazis par la conversion de l'ensemble du peuple allemand à leur mode de pensée. Le 25 mars 1933, Goebbels souligna à nouveau que le pourcentage le plus élevé de voix obtenues par le parti nazi lors d'élections libres avait été de 37%. Il aspirait à rallier 100% de la population à ses objectifs et à son idéologie. C'est dans ce but qu'Hitler avait créé, le 13 mars 1933, un nouveau ministère de l'instruction publique et de la propagande et y avait nommé Goebbels lui-même avec un siège au cabinet. Goebbels définissait la mission du ministère comme la mobilisation spirituelle du peuple allemand afin de recréer en permanence l'enthousiasme populaire qui, selon les nazis, avait galvanisé le peuple allemand au début de la guerre en 1914. La croyance des nazis dans le pouvoir positif de la propagande devait également beaucoup à l'expérience de la Première Guerre mondiale où, selon eux, les Britanniques avaient réussi à propager des mythes néfastes sur l'Allemagne. Le ministère de Goebbels, composé de jeunes idéologues nazis convaincus, cherchait non seulement à présenter le régime et sa politique sous un jour positif, mais aussi à donner l'impression que le peuple allemand tout entier approuvait avec enthousiasme tout ce qu'il faisait. De tous les éléments qui ont fait du Troisième Reich une dictature moderne, son incessante revendication de légitimation populaire était l'un des plus frappants. Le régime s'est placé presque dès le début dans un état de consultation plébiscitaire permanente des masses. Il s'est donné beaucoup de mal pour que chaque aspect de cette consultation aboutisse à une approbation retentissante et quasi unanime de ses actions, de sa politique et surtout de son chef. Même s'il savait, comme il devait le savoir, que cette approbation était en réalité loin d'être sincère, la simple apparence d'un enthousiasme massif et constamment renouvelé pour le Troisième Reich et d'une adulation hystérique de son chef aurait certainement contribué à persuader de nombreux Allemands, par ailleurs sceptiques ou neutres, de suivre le courant de l'opinion publique. Elle aurait également intimidé les opposants au régime et les aurait réduits au silence et à l'inaction,
en les persuadant que leur objectif de gagner le soutien de leurs concitoyens était désespérément irréaliste. Goebbels était très clair sur le fait que cette légitimation populaire du Troisième Reich était manipulée par le régime. Le ministère de la Propagande était chargé de coordonner et de diriger l'ensemble de la présentation publique du régime et de ses politiques. Cela comprenait des cérémonies et des rituels tels que les défilés aux flambeaux organisés pour marquer la nomination d'Hitler comme chancelier du Reich le 30 janvier 1933, l'inauguration officielle du Reichstag à Potsdam le 21 mars 1933, le rassemblement annuel du parti nazi à Nuremberg chaque automne, la journée du travail national le 1er mai, et des rituels symboliques comme les tristement célèbres autodafés. De nouvelles fêtes et festivals furent ajoutés au calendrier traditionnel, notamment l'anniversaire d'Hitler le 20 avril et la commémoration du putsch de 1923 le 9 novembre. Partout en Allemagne, les noms de rues furent modifiés afin de supprimer les vestiges soudain indésirables ou gênants du passé démocratique et de célébrer Hitler, d'autres dirigeants nazis ou des héros sacrificiels du mouvement, comme Horst Wessel, qui donna désormais son nom au quartier ouvrier de Friedrichshain à Berlin. À Hambourg, une rue fut également rebaptisée en l'honneur d'Otto Blöcher, un jeune homme de 17 ans des jeunesses hitlériennes, abattu lors d'un raid communiste armé contre le siège local du parti nazi le 26 février 1933. Les exemples similaires furent nombreux. Le combat de Joseph Goebbels pour la culture nazie. Dès sa nomination au poste de ministre de la Propagande, Goebbels lança une campagne visant à mobiliser l'esprit du peuple allemand au service du Troisième Reich et de ses idées. Mais sa campagne ne se déroula pas sans heurts. L'une des raisons était qu'il était loin de jouir d'un monopole sur le territoire qu'il revendiquait. L'intention initiale de Goebbels d'inclure l'éducation sous son égide avait été contrariée par Hitler, qui avait confié l'éducation à un ministère distinct dirigé par Bernhard Rust. Il s'agissait bien sûr d'une manœuvre calculée d'Adolf Hitler, qui n'appréciait guère l'idée qu'un membre de son cabinet jouisse d'une notoriété excessive. Plus grave encore, Goebbels dut lutter pour la suprématie culturelle contre Alfred Rosenberg, idéologue autoproclamé du parti, qui considérait comme son devoir de propager l'idéologie nazie dans toute la culture allemande. À la fin des années 1920, Rosenberg était devenu le chef de la Ligue de combat pour la culture allemande, l'une des nombreuses organisations spécialisées créées au sein du parti de l'époque. En 1933, la Ligue s'empressa de prendre le contrôle des institutions théâtrales allemandes. Rosenberg souhaitait également imposer une pureté idéologique à de nombreux autres aspects de la culture allemande, notamment la musique et les arts visuels, les églises, la vie universitaire et intellectuelle. Autant de domaines que Goebbels avait initialement pensé placer sous le contrôle du ministère de la Propagande. La Ligue de combat pour la culture allemande était petite, mais très active. Ses membres passèrent de 2100 en janvier 1932 à 6000 un an plus tard, puis à 10 000 en avril 1933 et à 12 000 en août 1934-38 000 en octobre suivant. Nombre des agressions contre des musiciens juifs et de gauche qui eurent lieu au printemps et au début de l'été 1933 furent organisés ou inspirés par la Ligue de combat pour la culture allemande, à laquelle appartenait un nombre important de critiques musicaux et d'écrivains d'extrême droite. De plus, Rosenberg disposait d'une puissante arme de propagande, le Racial Observer, un quotidien nazi dont il était le rédacteur en chef. Pour couronner le tout, les opinions de Rosenberg sur l'art et la musique étaient bien plus proches de celles d'Hitler que les siennes. Cependant, Goebbels était encore plus important que Rosenberg. Si le bureau de Rosenberg était une institution purement partisane, Goebbels bénéficiait de l'avantage de combiner sa puissance au sein du parti, en tant que chef de la propagande du Reich avec le pouvoir d'un ministère d'État politiquement irréprochable, car composé de membres engagés du parti. Hitler n'avait pas confiance dans les capacités politiques de Rosenberg. Lorsqu'il fut emprisonné après le putsch manqué de 1923, Rosenberg fut nommé à la tête du parti et ne fit pas un travail particulièrement brillant. C'est pourquoi Hitler refusa de lui confier un poste au gouvernement. De plus, bien qu'il partageât nombre de ses préjugés, Hitler avait une opinion presque aussi négative des théories pseudo-philosophiques prétentieuses de Rosenberg que Goebbels.
Il ne l'admit jamais dans le cercle intime de ses amis et compagnons. Dès l'été 1933, les perturbations causées par la Ligue de combat pour la culture allemande commencèrent à devenir politiquement gênantes. Le 22 septembre 1933, Goebbels fit promulguer un décret instituant la Chambre culturelle du Reich, dont il était le président. Celle-ci comprenait 7 sous-sections, également appelées chambres: littérature, théâtre, musique, radio, cinéma, beaux-arts et presse, correspondant aux divisions déjà établies au sein de son ministère. Certaines de ces chambres spécialisées existaient déjà, comme la Chambre du cinéma du Reich. Goebbels put ainsi reprendre le théâtre allemand à Rosenberg. Toute personne souhaitant travailler dans l'un de ces domaines devait être membre de la chambre concernée, ce qui donnait à Goebbels le pouvoir d'exclure toute personne dont les opinions étaient inacceptables pour le régime. De plus, il marginalisa Rosenberg dans le domaine culturel. Goebbels utilisa également la Chambre culturelle du Reich pour instaurer de meilleurs droits à la retraite et se débarrasser des personnes sans formation ni qualification, même si cette dernière politique fut assouplie à partir de 1935. Parallèlement, il prit soin de présenter la Chambre culturelle du Reich et ses sous-chambres, spécialisées comme une forme d'auto-administration culturelle. Le ministère de la Propagande les gérerait avec parcimonie, tandis que le véritable pouvoir appartiendrait aux artistes, musiciens et écrivains chevronnés qui les présidaient et les dirigeaient au quotidien. Le ministre de la Propagande gagna ainsi le soutien de l'écrasante majorité des Allemands qui dépendaient de la culture, sous une forme ou une autre, pour leur subsistance. Les chiffres étaient impressionnants. En 1937, la Chambre des arts visuels du Reich comptait 35 000 membres, la Chambre de musique du Reich 95 600 et la Chambre de théâtre du Reich 41 100 à la même date. La Chambre culturelle du Reich fut inaugurée lors d'une cérémonie solennelle présidée par Hitler en personne à la Philharmonie de Berlin le 15 novembre 1933. La musique du prestigieux orchestre résident de la salle fut interprétée par Wilhelm Furtwängler, puis par Richard Strauss, suivi d'un discours de Goebbels et d'un chœur d'un opéra de Wagner. Rosenberg reçut le titre grandiloquent, mais essentiellement vide, de représentant du chef pour la formation et l'éducation philosophique et intellectuelle générale du Parti national-socialiste, en janvier 1934. Sa ligue de combat pour la culture allemande, rebaptisée en termes plus neutres Communauté culturelle nationale socialiste en 1934, continua de lutter sans véritable rôle jusqu'à sa dissolution définitive en 1937. Rosenberg continua de causer des ennuis à Goebbels de temps à autre, mais son efficacité ne fut finalement pas suffisante pour sérieusement remettre en cause la domination du ministre de la Propagande sur la scène culturelle. D'autant plus que Goebbels a abandonné sa tolérance envers le modernisme culturel, uniquement parce qu'Hitler le détestait. Rosenberg n'était pas la seule personnalité importante à laquelle Goebbels dut faire face. Hitler, qui avait autrefois gagné sa vie en peignant des cartes postales, s'intéressait personnellement aux arts visuels. Passionné de musique de Richard Wagner, il développa une obsession pour l'architecture et passait une grande partie de son temps à regarder des films dans sa salle de cinéma privée. Il y avait aussi Hermann Göring, dont le poste de ministre-président de Prusse lui donnait le contrôle de nombreuses institutions culturelles majeures gérées et financées par l'État prussien, sans toutefois tenter d'influencer la politique culturelle au sens large. Le ministre de l'Éducation, Bernhard Rust, était également très impliqué dans les politiques culturelles, notamment celles qui concernèrent la jeunesse. Il créa un comité de musiciens chevronnés, dont le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, le pianiste Wilhelm Backhaus et d'autres, chargé de contrôler et de censurer les programmes de tous les concerts et autres événements musicaux à Berlin. Il supervisait des institutions telles que les conservatoires de musique et les académies des beaux-arts. Sa principale préoccupation était d'empêcher le ministère de la Propagande d'empiéter sur sa sphère d'influence, un danger toujours présent étant donné la prétention initiale du ministère d'inclure l'éducation dans ses attributions. Finalement, le Front du travail nazi, dirigé par Robert Ley, absorba un grand nombre d'artistes et de musiciens ainsi que leurs organisations lors de sa prise de contrôle des syndicats en mai 1933.
Les conflits de démarcation entre ces différentes organisations et leurs dirigeants devinrent si violents que le ministère de l'Éducation tenta d'interdire le débat public sur les questions artistiques le 15 juillet 1933, sans succès. Quelles que soient leurs divergences, et aussi profondes qu'elles fussent sur des points de détail, toutes les organisations culturelles nazies et leurs dirigeants s'accordaient à dire que les Juifs et les opposants politiques au régime nazi devaient être exclus de la vie culturelle au plus vite et qu'ils devaient détruire le soi-disant bolchevisme culturel, même s'ils divergèrent fréquemment sur les individus et les œuvres qui méritaient ce nom. Au cours de l'année 1933 et des années suivantes, quelques 2000 artistes, écrivains, musiciens, acteurs et réalisateurs de cinéma, journalistes, architectes et autres acteurs du monde culturel quittèrent l'Allemagne. Certains par opposition au nazisme, beaucoup parce qu'ils étaient juifs et avaient donc été privés du travail qui leur assurait leur subsistance. L'exclusion des Juifs de la Chambre de la culture du Reich prit du temps, en partie à cause des objections du ministère de l'économie qui estimait que cela serait préjudiciable à l'économie. Au milieu de l'année 1935, cependant, c'était chose faite. Purgés des dissidents et des non-conformistes, ainsi que de ceux que le régime considérait comme racialement indésirables, la culture et les médias allemands étaient désormais confrontés à un avenir de réglementation et de contrôle croissant. Les nombreuses querelles entre les principaux prétendants nazis à la suprématie dans ces domaines ne contribuèrent guère, voire pas du tout, à son arrivée. Une fois ses ennemis du parti nazi éliminés, Goebbels devait encore purger la culture allemande de toute influence susceptible de nuire aux idéaux nazis. Il se tourna donc vers les livres. À ses yeux, il ne suffisait pas d'empêcher les juifs et les communistes de publier de nouveaux livres, il fallait aussi purger tous les anciens. Les autodérivations de livres nazis de 1933. L'une des principales convictions de Goebbels était l'importance du contrôle de la presse. Cela signifiait que tous les journaux et magazines devaient suivre la même ligne. Pour faciliter l'orientation de leur contenu, le ministère de la Propagande prit le contrôle des deux principales agences de presse, l'Union télégraphique et son rival, l'Office télégraphique, en décembre 1933, et les fusionna au sein du bureau de presse allemand. Ce dernier fournissait non seulement une grande partie des informations nationales et internationales à tous les journaux, mais aussi des commentaires et des instructions sur la façon d'interpréter les informations. Il était interdit aux rédacteurs en chef de s'informer autrement que par l'intermédiaire de leurs propres correspondants. Les instructions de Goebbels aux rédacteurs, publiées lors de conférences de presse régulières et transmises par dépêche aux bureaux de presse régionaux à l'intention de la presse locale, comprenaient de fréquentes interdictions ainsi que des consignes sur le contenu à publier. Ce n'était évidemment pas une tâche facile. Le régime prit des mesures pour résoudre ce problème, notamment en confisquant toutes les importations de presse étrangère. La Chambre de la presse du Reich contrôlait l'association des libraires des gares allemandes, qui affirmait que le premier devoir des libraires des gares était de diffuser les idées allemandes. Les locataires des librairies de gare devaient s'abstenir de tout ce qui pouvait favoriser la diffusion de journaux étrangers. Et ce qui s'appliquait aux kiosques de gare s'appliquait également aux marchands de journaux des rues commerçantes. Le régime disposait de plusieurs moyens pour contrôler la production littéraire de ses citoyens. L'adhésion à la Chambre littéraire du Reich était obligatoire non seulement pour tous les écrivains, poètes, scénaristes, dramaturges, critiques et traducteurs, mais aussi pour les maisons d'édition, les libraires, qu'ils soient de première ou de seconde main, les bibliothèques de prêt et tout ce qui touchait au commerce du livre, y compris les publications scientifiques, universitaires et techniques. Les Juifs en étaient exclus, tout comme les dissidents ou les personnes au passé politiquement suspects. La censure reposait sur un décret publié presque immédiatement après la nomination d'Hitler comme chancelier du Reich, le 4 février 1933, qui autorisait la saisie par la police de tout livre susceptible de mettre en danger la sécurité et l'ordre public. Forts de cette arme, les censeurs n'avaient guère besoin des pouvoirs supplémentaires accordés par le décret du 28 février 1933 sur l'incendie du Reichstag. De plus, le code pénal contenait depuis longtemps des dispositions prévoyant la saisie et la suppression des livres présumés dangereux et il existait une longue tradition, juridiquement légitime, de confiscation et d'interdiction de la littérature sale et vulgaire. Bientôt, les bibliothèques et les librairies furent la cible de descentes,
souvent à intervalles rapprochés, de la part d'agents de la police criminelle, de la Gestapo, du ministère de l'Intérieur, des tribunaux, des autorités locales et de l'autorité suprême de censure pour la littérature vulgaire et vulgaire basée à Leipzig. Les jeunesses hitlériennes, les chemises brunes et l'organisation étudiante nazie étaient tout aussi vigilantes pour extirper les livres de juifs, de pacifistes, de marxistes et d'autres auteurs proscrits. La Ligue de lutte pour la culture allemande de Rosenberg joua également son rôle, tout comme la commission officielle de censure du parti, chargée de contrôler les publications produites par le parti lui-même. En décembre 1933, plus d'1 millier de titres avaient été interdits par ces différentes institutions. Mais cela ne suffisait pas. Goebbels lui-même lança une campagne pour inciter les Allemands, et notamment les étudiants, à trouver la littérature juive et vulgaire là où ils pouvaient la trouver et à la brûler. L'autodafé le plus célèbre de l'histoire eut lieu dans la nuit du 10 mai 1933. Dans sa tentative de purger la communauté littéraire, Goebbels disposait d'un allié de poids en la personne de l'Association nationale socialiste des étudiants allemands. Les étudiants allemands figuraient parmi les précurseurs du mouvement nazi naissant et, à la fin des années 2020, nombre d'entre eux rejoignirent les rangs de diverses formations nazies. L'ultranationalisme et l'antisémitisme des organisations étudiantes laïques de la classe moyenne étaient intenses et virulents depuis des décennies. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux étudiants s'opposèrent à la République de Weimar et trouvèrent dans le national-socialisme un vecteur approprié de leur mécontentement et de leur hostilité politique. Le 6 avril 1933, le bureau principal de presse et de propagande de l'Association des étudiants allemands nazis lança une « action contre l'esprit anti-allemand » à l'échelle nationale, dont le point culminant fut une purge littéraire ou nettoyage par le feu. Les sections locales devaient fournir à la presse des communiqués et des articles commandés, proposer des listes noires d'auteurs anti-allemands, parrainer des personnalités nazies pour qu'elles interviennent lors de rassemblements publics et négocier des temps d'antenne à la radio. Le 8 avril, l'association étudiante rédigea également ses 12 thèses, évoquant délibérément les 95 thèses de Martin Luther. Il s'agissait d'une déclaration décrivant les fondements d'une langue et d'une culture nationale pure. Des pancartes publièrent ces thèses, qui attaquaient l'intellectualisme juif, affirmaient la nécessité de purifier la langue et la littérature allemande et exigeaient que les universités soient des centres du nationalisme allemand. Les étudiants qualifièrent cette action de réponse à une prétendue campagne mondiale de diffamation juive contre l'Allemagne et d'affirmation des valeurs allemandes traditionnelles. Le 10 mai 1933, dans un acte symbolique d'une portée inquiétante, des étudiants brûlèrent plus de 25 000 volumes de livres non allemands, servant ainsi d'agents de la censure et du contrôle de la culture par l'État. Le soir du 10 mai, dans la plupart des villes universitaires, des étudiants d'extrême droite défilèrent au flambeau contre l'esprit non allemand. Ces rituels prévoyaient que de hauts responsables nazis, des professeurs, des recteurs d'universités et des dirigeants étudiants s'adressent aux participants et aux spectateurs. Dans les lieux de rassemblement, les étudiants jetaient les livres pillés sur des bûchers en grande pompe. Des orchestres jouaient et chaque étudiant qui laissait tomber un livre prêtait un « serment du feu ». À Berlin, jusqu'à 40 000 personnes se rassemblèrent sur la place de l'Opéra pour écouter le discours de Joseph Goebbels. Il condamnait la décadence et la corruption morale et préconisait à la place décence et moralité pour la famille et l'État. Quels livres et auteurs ont été brûlés ? Parmi les auteurs dont les livres furent brûlés cette nuit-là par les dirigeants étudiants figuraient des socialistes de renom tels que Bertolt Brecht et August Bebel. Les principaux auteurs du communisme, à commencer par son fondateur Karl Marx, furent également incendiés. D'autres étaient des écrivains bourgeois critiques, comme le dramaturge autrichien Arthur Schnitzler, et des personnalités étrangères considérées comme corruptrices, comme l'écrivain américain Ernest Hemingway. Les incendies consumèrent également plusieurs écrits de l'écrivain allemand Thomas Mann, lauréat du prix Nobel de 1929, dont le soutien à la République de Weimar et la critique du fascisme soulevèrent la colère des nazis. Des œuvres de l'auteur à succès international Éric Maria Remarque furent également brûlées. Son roman le plus célèbre, À l'Ouest, rien de nouveau, fut perçu comme un portrait peu flatteur des soldats de la Grande Guerre.
L'histoire suit Paul Bäumer et ses camarades d'école qui, d'abord animés d'une ferveur patriotique et d'une vision romancée de la guerre, s'engagent avec enthousiasme dans l'armée allemande. Ils sont rapidement confrontés à la réalité brutale et déshumanisante de la guerre de tranchées, qui brise leur idéalisme et les laisse profondément désillusionnés. Le récit dépeint avec force le terrible tribut physique et psychologique du combat. Il met en lumière la menace constante des tirs d'artillerie, des attaques au gaz toxique, des mitrailleuses et la violence incessante et insensée des lignes de front. Les soldats vivent dans des conditions sordides, entourés de morts et de désespoir. De ce fait, les idéologues nazis pensaient que cela pourrait potentiellement saper la ferveur des jeunes soldats pour la guerre, et les plans d'Hitler incluaient résolument la guerre dans un avenir proche. Des œuvres de critiques littéraires allemands de la première heure du régime nazi furent également brûlées, comme celles d'Erich Kästner, Heinrich Mann et Ernst Gläser. Parmi les autres écrivains figurant sur les listes noires figuraient les auteurs américains Jack London, Theodore Dreiser et Helen Keller, dont la foi en la justice sociale l'encouragea à défendre les droits des personnes handicapées, le pacifisme, l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et le droit de vote des femmes. Ces valeurs étaient naturellement incompatibles avec l'idéologie nazie. Parmi les auteurs juifs dont les œuvres ont été brûlées figuraient certains des plus célèbres écrivains contemporains de l'époque, tels que Franz Werfel, Max Brod et Stefan Zweig. Parmi ces œuvres brûlées figuraient également les écrits du célèbre poète juif allemand du XIXe siècle, Heinrich Heine, qui écrivit dans sa pièce Almansor 1820, un avertissement devenu célèbre car devenu réalité. Là où l'on brûle des livres, on finit par brûler aussi des hommes. Tous les autodafés de livres n'eurent pas lieu le 10 mai, comme l'avait prévu l'Association des étudiants allemands. Dans certaines villes universitaires, la pluie tomba ce jour-là, obligeant l'association à reporter les feux de joie publics de quelques jours. D'autres associations étudiantes locales préférèrent organiser les rassemblements le 21 juin, jour du solstice d'été, date traditionnelle des feux de joie en Allemagne. Néanmoins, dans 34 villes universitaires d'Allemagne, l'action du 10 mai contre l'esprit anti-allemand fut un succès pour les nazis, bénéficiant d'une large couverture médiatique. Dans certaines villes, notamment à Berlin, des émissions de radio retransmirent en direct les discours, les chants et les chants cérémoniels à d'innombrables auditeurs allemands. La promotion de la culture aryenne et la répression des autres formes de production artistique constituèrent une nouvelle tentative nazie de purifier l'Allemagne. Les autodafés de livres nazis de 1933 furent présentés dans les médias de l'époque comme une action spontanée de la jeunesse universitaire organisée. Mais en réalité, il en était tout autrement. Ces autodafés avaient une forte dimension rituelle et symbolique, même s'ils n'étaient pas explicitement mystiques au sens surnaturel du terme. Il s'agissait de spectacles publics soigneusement orchestrés, destinés à transmettre des messages puissants et à susciter des émotions spécifiques. Il ne s'agissait pas d'actes de destruction aléatoires. Il s'agissait d'événements planifiés sur des places publiques, comme par exemple la place de l'Opéra de Berlin, impliquant toujours une foule nombreuse, des défilés aux flambeaux et souvent des concerts de fanfares. Cet aspect public et théâtral leur conférait le caractère d'une cérémonie. L'un des rappels les plus marquants du caractère organisé et propagandiste des autodafés de 1933 est le discours prononcé par Hans Naumann, professeur de littérature à l'Université de Berlin, le soir même des faits. Il a commencé par insister sur l'urgence d'agir, car il était impératif d'agir vite contre l'esprit anti-allemand, et en ce sens, a-t-il déclaré, il était préférable que trop de livres soient livrés aux flammes plutôt que trop peu. Il a ensuite exalté la jeunesse des étudiants réunis pour brûler les livres, car ils étaient les parfaits exemples des enfants dont l'Allemagne avait besoin pour redevenir une nation glorieuse. Il a conclu en affirmant qu'un tel activisme est nécessaire pour sacraliser à nouveau les liens pieux de la famille, de la patrie et du sang. Il a constamment insisté sur le caractère héroïque de leur activisme et sur les importantes traditions qu'ils défendaient en brûlant les livres. Naumann a rappelé les paroles d'Hitler, qui a qualifié le Troisième Reich de plus grande révolution raciale de l'histoire du monde, rappelant toujours qu'il s'agissait avant tout d'une révolution culturelle, une soi-disant révolution de l'esprit. L'anti-intellectualisme nazi déguisé en lutte culturelle.
Malgré la large publicité donnée aux autodafés de mai 1933, les nazis ne contrôlèrent pas totalement les universités. S'ils déployèrent de nombreux efforts pour adapter le système scolaire à leurs propres intérêts après 1933, ils ne réussirent pas à imposer leur vue aux universités allemandes. Ce n'est qu'en 1934, avec la création du ministère de l'Éducation du Reich, que le régime commença véritablement à prendre le contrôle de l'enseignement supérieur depuis le centre. Même alors, cette emprise resta faible. Non seulement le ministre de l'Éducation, Bernhard Rust, était faible et indécis, mais il se désintéressait fondamentalement des universités. Les autres dirigeants nazis ne se préoccupaient pas non plus particulièrement de l'enseignement supérieur. Hitler lui-même ne s'adressa qu'une seule fois à un public étudiant durant son règne, à l'occasion du 10e anniversaire de la fondation de la Ligue des étudiants nazis en janvier 1936. Les dirigeants régionaux tentèrent d'interférer dans les affaires universitaires, toujours sans succès. Les chemises brunes tentèrent d'enrôler les étudiants, tandis que la Ligue des étudiants nazis menait la nazification de la vie universitaire. Le ministère estimait que la fonction principale de la Ligue des étudiants devait être de favoriser l'endoctrinement politique des étudiants de premier et de deuxième cycle. Or, la gestion de l'université incombait au recteur, qui était le chef de l'établissement. Le devoir du reste du personnel et des étudiants était de le suivre et d'obéir à ses ordres. En pratique, cependant, la faiblesse du ministère de l'Éducation empêchait l'application cohérente de ce principe. À l'instar des jeunesses hitlériennes dans les écoles, la Ligue des étudiants nazis et ses membres n'hésitaient pas à dénoncer les enseignants qu'ils estimaient ne pas suivre la ligne nazie. Pourtant, son influence fut finalement limitée. En 1933, au moment des autodafés, le nombre d'étudiants masculins membres dans les universités allemandes atteignait un peu moins de 5000, soit moins de 5% de l'ensemble des étudiants allemands. Par la suite, ce chiffre augmenta rapidement, favorisé par le mélange de terreur et d'opportunisme caractéristique du processus de coordination sociale et institutionnelle de 1933. Les étudiants allemands étaient majoritairement nationalistes et donc enclins à accueillir favorablement le régime nazi, mais cela ne signifiait pas qu'ils allaient tous rejoindre la Ligue des étudiants nazis. De nombreux étudiants rejoignirent les troupes d'assaut au printemps 1933. Suite aux instructions d'Hitler de septembre 1933, selon lesquelles la politisation du corps étudiant devait être confiée à la SA, les chemises brunes créèrent leur propre centre dans les universités et firent pression sur les étudiants pour qu'ils s'engagent. À la fin de l'année, plus de la moitié des étudiants de l'université de Heidelberg, par exemple, s'étaient enrôlés comme troupes d'assaut. Début 1934, le ministère de l'Intérieur rendit obligatoire l'entraînement militaire organisé par les chemises brunes pour les étudiants de sexe masculin. Bientôt, ils passèrent de longues heures à s'entraîner avec la SA, ce qui eut de graves conséquences sur leurs études. Les autorités universitaires commencèrent à constater une chute drastique du niveau académique, les étudiants passant des jours, voire des semaines, sans étudier, ou arrivant au cours épuisés après une nuit d'entraînement. Au sein de la SA, les étudiants furent victimes d'une propagande anti-intellectuelle, et certains d'entre eux perdirent tout intérêt pour une carrière universitaire, persuadés que l'intellectualisme était une maladie communiste. Certains dirigeants des chemises brunes affirmèrent même à leurs étudiants que leur premier devoir était de servir les Stormtroopers et non l'université. Leurs études universitaires n'étaient que des loisirs à mener pendant leur temps libre. Ces affirmations rencontrèrent une résistance croissante parmi la majorité des étudiants, réellement intéressés par leurs études. La décapitation de la direction des SA lors de la nuit des longs couteaux, fin juin 1934, mit fin à la majeure partie de l'influence des SA dans les universités. Une influence qui n'aurait jamais dû exister car le militantisme des chemises brunes attirait bien plus les jeunes habitués à la rue que les étudiants universitaires qui aimaient lire et apprendre. Fin octobre, les SA furent effectivement retirés des universités et l'entraînement avec les chemises brunes fut remplacé par une formation sportive moins exigeante. À ce moment-là, l'adhésion à la Ligue des étudiants nazis commença à augmenter fortement, atteignant 51% des étudiants universitaires en 1939 et 71% des étudiantes. À cette époque, la Ligue avait réussi à vaincre la résistance acharnée des fraternités étudiantes traditionnelles,
qui, en 1933, regroupait plus de la moitié de l'ensemble des étudiants masculins. À l'instar d'autres institutions conservatrices, ces fraternités s'étaient farouchement opposées à la République de Weimar et avaient accompagné la prise du pouvoir par les nazis. La plupart de leurs membres avaient probablement rejoint le parti dès l'été 1933. Cependant, le caractère aristocratique et l'indépendance traditionnelle des fraternités déplaisaient encore aux dirigeants nazis. En mai 1936, Hitler et Hess condamnèrent ouvertement les fraternités et en interdisirent l'adhésion aux membres du parti. En résumé, si la plupart des étudiants approuvaient en principe le nationalisme et le racisme du parti nazi, ils n'étaient pas entièrement disposés à prendre part à ces activités anti-intellectuelles, à l'exception de quelques milliers d'entre eux, dont la plupart participèrent aux autodafés de livres de 1933. Les conséquences des autodérivés et de la persécution des écrivains. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des écrivains de renommée internationale du pays étaient en exil, notamment Thomas et Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Bertolt Brecht, Arnold Zweig, Erich Maria Remarque et bien d'autres. En exil, ils organisèrent rapidement des projets d'édition, refondèrent des revues interdites, organisèrent des tournées de conférences et de lectures et tentèrent d'alerter le reste du monde sur la menace du nazisme. Nombre des récits de fiction, aujourd'hui classiques, sur l'ascension au pouvoir des nazis et les premières années du Troisième Reich provenaient de ce milieu d'exil du milieu à la fin des années 30. Aucun d'entre eux, il va sans dire, ne trouva de diffusion en Allemagne. Tout écrivain ayant été associé au mouvement antifasciste de la République de Weimar et resté en Allemagne était soit sous surveillance constante, soit déjà emprisonné. Le plus célèbre d'entre eux était probablement le journaliste et essayiste pacifiste Karl von Ossietzky, rédacteur en chef du célèbre périodique de gauche The World Stage, qui avait ridiculisé Hitler à plusieurs reprises avant le 30 janvier 1933. Ces caricatures lui valurent d'être emprisonné dans des camps de concentration dès le début du Troisième Reich et d'être sévèrement maltraité par les gardes. Parallèlement, Ossietzky devint l'objet d'une campagne internationale pour l'attribution du prix Nobel de la paix, entre autres, pour son travail de dénonciation du réarmement clandestin allemand, à la fin des années 1920. Cette campagne parvint à attirer l'attention sur la fragilité de la santé d'Ossietzky et à persuader la Croix-Rouge internationale de faire pression sur le régime pour obtenir sa libération. La mauvaise publicité constante dans la presse étrangère concernant les coups et les insultes subis par Ossietzky produisit l'effet escompté. Le journaliste fut transféré dans un hôpital de Berlin en mai 1936 afin, comme l'avait déclaré le ministère de la Propagande, d'empêcher les médias étrangers d'accuser le gouvernement allemand d'avoir causé sa mort en prison. Malgré tous les efforts du gouvernement allemand pour l'empêcher, Ossietzky reçut le prix Nobel de la paix en novembre 1936. Mais l'écrivain fut empêché de se rendre à Oslo pour le recevoir et son représentant à la cérémonie détourna l'argent du prix. Ossietzky ne reçut jamais un centime. Peu après, Hitler interdisait aux citoyens allemands de recevoir le prix Nobel et fonda à la place un prix national allemand pour les arts et les sciences. La santé d'Ossietzky ne se rétablit jamais des mauvais traitements infligés dans les camps et il mourut, après 2 ans d'hospitalisation, le 4 mai 1938. Seule sa veuve et son médecin furent autorisés à assister à la crémation, et le régime veilla à ce que ses cendres soient enterrées dans une tombe anonyme. Ossietzky était devenu un symbole de l'opposition sans avoir publié un mot depuis la fin de la République de Weimar. Critiquer ouvertement le régime tout en restant en Allemagne devint rapidement impossible. L'opposition littéraire la plus active vint d'écrivains communistes exilés comme Bertolt Brecht, Jan Petersen ou Willy Bredel, dont les œuvres étaient introduites clandestinement en Allemagne par le biais de brochures et de périodiques clandestins. Ces activités cessèrent une fois que la Gestapo eut écrasé la résistance communiste clandestine à partir de 1935. Les écrivains moins engagés politiquement restés en Allemagne se retrouvèrent face à de terribles choix. Soit ils cessèrent complètement d'écrire, soit ils abordèrent des sujets vagues qui ne pouvaient être interprétés comme une critique du régime. Ernst Jünger, l'un des écrivains allemands de droite les plus en vue, était un cas à part. Déjà un auteur à succès pour sa description crue et héroïque de l'expérience du soldat pendant la Première Guerre mondiale,
Il avait été proche des nazis dans les années 2020, mais était mal à l'aise sous le Troisième Reich. Dans son court roman Sur les falaises de marbre, Jünger dépeint un monde vague et symbolique, tantôt situé dans le passé, tantôt dans le présent, centré sur un tyran arrivé au pouvoir en sapant une démocratie en déclin et qui règne désormais par la force et la terreur. Jünger a toujours nié, même après 1945, toute intention politique en écrivant ce roman, et le cadre vague et pré-industriel de son récit n'avait certainement que peu de ressemblance avec l'Allemagne nazie. Le livre, publié en 1939, s'est vendu à 12 000 exemplaires en un an et a été fréquemment réimprimé. Pourtant, de nombreux lecteurs y ont vu une attaque virulente contre le régime nazi, un acte manifeste de résistance littéraire. Dans le contexte du Troisième Reich, le contexte pouvait influencer la réception d'un livre bien plus que les intentions de son auteur. Jünger était protégé de toute ingérence, peut-être parce qu'il était un héros de guerre, très admiré par Hitler et Goebbels. D'autres n'avaient jamais eu besoin de protection. Au total, 4100 ouvrages imprimés différents furent interdits par 40 organismes de censure pour la seule année 1934. Durant les 2 premières années du Troisième Reich, la littérature d'écrivains juifs disparut des bibliothèques publiques et les poètes juifs comme Heinrich Heine furent désormais condamnés comme de simples imitations superficielles de la véritable littérature allemande. Les œuvres d'écrivains classiques non juifs comme Goethe et Schiller furent réinterprétées d'une manière conforme à l'idéologie du régime. Les tentatives de Goebbels pour contrôler les lectures et les écrits du peuple allemand eurent un impact catastrophique sur la qualité et la liberté de la littérature allemande de l'époque. Ce ne sont pas seulement des livres qui furent brûlés en 1933, mais l'identité d'une nation. La nuit de verre brisé, le discours de Goebbels qui a déclenché l'horreur. Ce n'était pas un épisode isolé, ni la simple annonce de ce qui allait arriver. Pour qu'il se produise, tous les acteurs qui ont permis l'Holocauste étaient impliqués. La décision des dirigeants, les SS, la haine, l'ambition, l'aide active de beaucoup, l'indifférence des autres. Les statistiques font état d'au moins 91 morts, 30 000 juifs déportés dans des camps de concentration, 7 500 commerces détruits et 1 500 synagogues incendiées. Cette nuit-là ne marqua pas le début de la barbarie qui avait débuté au moins 5 ans plus tôt. Persécution, ségrégation et mauvais traitements constants infligés aux Juifs. Cependant, le 9 novembre, une rupture évidente se produisit, une limite fut franchie et un nouveau degré d'abjection fut atteint. Ce qui se produisit cette nuit-là n'est pas un épisode isolé, ni la simple annonce de ce qui allait suivre. Pour que la nuit de cristal ait lieu, tous les acteurs qui ont permis l'Holocauste étaient impliqués. La décision des dirigeants, les SS, la haine, l'ambition, l'aide active de beaucoup, l'indifférence d'autres, persécution, souffrance et mort. Les statistiques font état d'au moins 91 morts, 30 000 juifs déportés dans des camps de concentration, 7 500 commerces détruits, 1 500 synagogues incendiées, presque toutes celles d'Allemagne. La nuit du 9 novembre 1938 ne fut pas une nuit comme les autres. Pour beaucoup, ce fut la pire nuit de leur vie. Cet événement restera dans l'histoire sous le nom de « Nuit de cristal ». La foule avait tout détruit sur son passage. Le matin du 10 novembre, les rues de nombreux quartiers allemands étaient désertes. Les rares personnes qui osaient les traverser, endurant le froid intense, produisaient un bruit inhabituel qui brisait le silence désespérant. Chaque pas créait un léger craquement. Au sol, un tapis presque parfait de petits éclats de verre. Au milieu, un manteau oublié, une casquette tombée lors d'une fuite désespérée. Partout, des traces de sang noir et épais maculèrent le sol et certains murs et coloraient les éclats de verre. Un enfant abandonné aux yeux aveuglés, un vieil homme en pleurs, quelqu'un ramassant un objet par terre et courant. Et presque personne d'autre. Le 8 novembre 1938, un événement se produisit à Paris, qui servit de prétexte idéal au régime nazi pour poursuivre la traque commencée des années plus tôt et qui allait se conclure, parachever, par la solution finale. Un jeune homme de 17 ans était entré dans l'ambassade d'Allemagne à Paris, avait demandé à parler à un membre du personnel et, lorsqu'on l'avait amené devant lui d'une main ferme, avait sorti une arme de ses vêtements et avait tiré. 3 fois. Ernst von Rath,
Le troisième secrétaire de l'ambassade s'était écroulé. L'agonie avait été brève. Herschel Greenspan, l'assassin de 17 ans, était resté immobile dans le bureau, attendant sans résister l'arrestation imminente. Calmement, il expliqua qu'il voulait venger le malheur des 17 000 juifs polonais déportés d'Allemagne en Pologne ce mois-là, mais empêchés de franchir la frontière. Presque toute sa famille était là. Lui avait été sauvé grâce à son séjour à Paris avec des oncles. Mais ses parents, frères, grands-parents et autres oncles avaient été déportés et avaient perdu tous leurs biens. Presque tous avaient également perdu la vie l'année suivante. Les 17 000 personnes restèrent longtemps parquées à la frontière, dans une sorte de limbe, une antichambre infernale, rongée par la pénurie et la faim. L'Allemagne les méprisa, les rejeta. Beaucoup y moururent, les autres furent déportés dans des camps de concentration. Le lendemain de ce meurtre, le gouvernement allemand publia une série de mesures punitives. C'est ainsi qu'ils les appelèrent. Elles n'étaient rien d'autre que de féroces représailles contre les Juifs. La diffusion de toute publication de la communauté juive fut interdite. Journaux, magazines et même bulletins de quartier furent censurés. Des sanctions économiques furent également appliquées. Néanmoins, l'événement le plus grave de l'après-midi fut le discours prononcé par Joseph Goebbels devant une foule lors d'une cérémonie célébrant l'un des nombreux anniversaires institués par les nazis. Le niveau d'antisémitisme et de violence de ce discours était brutal, même selon les normes nazies. C'était le signal de départ, le drapeau du départ, l'annonce retentissante. Ce discours, cette exhortation criminelle montrait, même s'il disait le contraire, que le crime de Paris ne leur avait fourni que le prétexte qu'ils attendaient. Ils allaient utiliser tout ce qui se produirait pour déchaîner sur leurs victimes leur fureur antisémite, leur pouvoir et leur capacité irrationnelle de destruction. Ce discours était l'impulsion dont certains avaient besoin. Le 9 novembre, à la tombée de la nuit, après que les familles eurent terminé leur dîner, alors que plusieurs étaient déjà couchées car elles devaient travailler et aller à l'école le lendemain, de grands bruits commencèrent à se faire entendre dans les rues. La foule était en marche. Au début, ce n'était que confusion. Tout se déroulait de manière imprécise. Des coups, des cris, des éclats de verre, des cris de douleur, le galop furieux de la foule. Le murmure hurlant de la foule s'amplifia. Tout n'était que destruction et violence. Les vitrines et les devantures des commerces juifs, dont beaucoup avaient déjà été marqués, furent brisées à coups de bâtons et de pierres. Les marchandises et le mobilier de ces magasins furent détruits. Le pillage fut impitoyable et vorace. Une vague humaine, féroce et malveillante déferla, aveugle, à travers les rues, cherchant désespérément des victimes. Ceux qui cherchaient refuge chez eux n'étaient pas en sécurité non plus. Il y avait toujours quelqu'un pour signaler ou dénoncer ceux qui se cachaient, ceux qui tentaient d'échapper à la foule. L'horreur était contagieuse, les maisons étaient également détruites, ceux qui tentaient de défendre leurs biens ou l'intégrité de leur famille étaient lynchés. Coups de pied sur leur corps sans vie. Les synagogues étaient les cibles les plus faciles. Nul besoin de savoir où elles se trouvaient, ni de quel type de bâtiment il s'agissait. Presque aucune ne resta intacte dans toute l'Allemagne. Elles brûlèrent sous le feu. Certains Allemands non-juifs ne furent pas épargnés non plus, car l'attaque les trouva inopinément dans la rue. Ils furent attaqués parce qu'ils avaient l'air juifs. En cas de doute, mieux valait ne pas laisser échapper la proie, raisonnait la foule. Une fois expulsés de leur commerce ou de leur maison, les Juifs étaient entassés dans des camions où ils étaient déportés vers différents camps de concentration. Ces lynchages de masse, ces attaques collectives avec destruction de biens dirigés contre un groupe ethnique ou religieux, souvent subis par les Juifs, étaient connus sous le nom de pogroms. Le lendemain matin, le gouvernement allemand tenta de prendre ses distances avec les attentats. Sans les condamner, il tenta de promouvoir la version selon laquelle il résultait d'une indignation spontanée suscitée par le meurtre de la veille à Paris. En réalité, ces pogroms furent parfaitement orchestrés et prémédités par la SA, la milice du parti nationaliste allemand. Cependant, la participation des citoyens allemands, qui se joignirent avec empressement à l'attaque, fut spontanée et massive. L'Allemagne avait une longue histoire d'antisémitisme, mais jusqu'au début des années 1920, les Juifs étaient intégrés à la société. Ils prospéraient dans leurs professions et leurs entreprises. Nombre d'entre eux avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale, puis le rejet devint plus ouvert et incontrôlé. Plusieurs pogroms eurent lieu durant cette décennie.
et avec l'arrivée au pouvoir des nazis, la situation s'aggrava considérablement. Boycotts des commerces juifs, lois raciales, politiques antisémites, actes de ségrégation explicites, persécutions. La nuit de cristal n'a pas déclenché les persécutions. Le climat était déjà établi. C'est pourquoi tant de civils allemands, nazis, ont activement participé à cette nuit fatidique. Même si beaucoup des 30 000 personnes furent libérées dans les mois qui suivirent, les dés étaient jetés et les barrières allaient continuer à bouger, dépassant finalement des limites inimaginables, jusqu'à ce que l'inhumanité devienne la norme. La réaction internationale aux événements de la nuit de cristal ne fut pas aussi forte qu'on aurait pu l'espérer. L'espoir d'éviter les confrontations subsistait. La peur et la prudence l'emportèrent. Le Times de Londres avertissait de ce qui pourrait arriver dans son édition du matin. Plus de 400 000 Juifs attendent avec crainte l'arrivée de la nuit dans l'attente d'une nouvelle attaque contre leur race. Cela indique qu'il ne s'agissait pas de la première attaque et que des préparatifs avaient déjà eu lieu, dont même la presse étrangère avait été avertie. Cette réaction minimale à l'étranger enhardit les nazis et assura leur impunité pour ces actes de barbarie. Le lendemain, certains médias évoquaient l'orgie de violence des jeunesses hitlériennes, ou la décrivaient comme la page la plus sombre du Troisième Reich. Ce livre, celui de la barbarie nazie, avait encore de nombreuses pages à écrire. En Italie, au contraire, la Stampa, fidèle aux idées fascistes de Benito Mussolini, évoquait des réactions spontanées, légitimes et incontrôlables du peuple allemand face à l'attaque juive. Les conséquences immédiates furent dévastatrices. Le lendemain, une foule de civils allemands, estimée à plus de 100 000, se rassembla à Nuremberg pour célébrer la destruction. Le gouvernement allemand imposa une lourde amende aux citoyens juifs et à leurs organisations en compensation des dégâts. Les enfants juifs furent expulsés des écoles publiques et des lois et décrets furent promulgués, restreignant encore davantage leurs droits au travail et leur liberté civile. Il n'y avait plus de place pour les Juifs dans la société allemande. Cette nuit de violence effrénée a également permis aux actions contre les Juifs de devenir plus agressives et flagrantes. Tandis qu'un groupe de dirigeants nazis cherchait à rendre les actes discriminatoires et violents aussi discrets et mesurés que possible, pour éviter de provoquer des plaintes internationales ou de dresser les Allemands contre le régime, un autre groupe plus important prônait des mesures drastiques et impitoyables. Après la nuit de cristal, ce dernier groupe l'emporta. Les activités criminelles et meurtrières ayant été publiques et généralisées et bénéficiant du soutien d'une grande partie de la population, ils ne virent aucune raison de modérer leur mode opératoire. Dès lors, l'antisémitisme s'intensifia, devenant la principale politique de l'État. La nuit de cristal a marqué un tournant décisif. C'est à ce moment-là que les victimes ont compris que la situation ne ferait qu'empirer et que les auteurs ont découvert que, pendant de nombreuses années, l'impunité serait de leur côté. 90 ans de silence, le monument oublié aux livres brûlés par le régime nazi. La préparation de ces autodafés dura près d'un mois. Le 6 avril 1933, l'association des étudiants allemands nazis commença à propager l'idée d'une purge littéraire contre ces écrivains dont l'esprit était, de toute évidence, contraire à celui du gouvernement allemand de l'époque. Ainsi, quiconque n'adoptait pas les idées du Führer ou qui pensait ou paraissait simplement différent serait envoyé au feu. Avant de jeter les livres aux flammes, comme s'il s'agissait de criminels en route vers la potence, certains extraits furent lus à voix haute, comme pour les exposer au public, démontrant ainsi que leur destruction était justifiée. Un verdict fut ensuite prononcé qui variait selon le livre concerné. Concernant les œuvres du créateur de la psychanalyse, le texte était le suivant. Contre l'exagération des pulsions inconscientes fondées sur une analyse destructrice de la psyché et en faveur de la noblesse de l'âme humaine, je livre aux flammes les œuvres de Sigmund Freud. 90 ans se sont écoulés depuis cet événement. Aujourd'hui, au centre de la place Bebelplatz, une plaque de verre recouvre une bibliothèque entièrement vide, conçue sous terre comme un monument par l'artiste Milcham Ullmann, en mémoire des livres brûlés. La taille de la bibliothèque correspond à l'espace qu'auraient occupé ces livres s'ils avaient survécu à ce jour fatidique. Cet événement a donné naissance aux listes de titres et d'auteurs interdits en Allemagne et dans une grande partie de l'Europe pendant les années de domination nazie.
Tels des inquisiteurs, les partisans d'Hitler ont privé les gens de savoir pendant plusieurs années. Il ne leur suffisait pas de leur confisquer leurs biens et d'anéantir leur famille. Il leur fallait aussi éliminer leurs croyances, leurs passions et leurs illusions. Il ne reste plus qu'à réfléchir. Pourquoi brûler des livres? Apparemment, ils ne font de mal à personne. Ils ne sont même pas vivants. Bien sûr, Hitler avait compris l'essentiel. Ce ne sont pas tant les livres qui peuvent devenir dangereux, mais les idées, car un livre plus qu'une arme peut faire s'effondrer des empires entiers.